Salut à tous et bienvenue sur Jean-Mi. Aujourd'hui je vous reparle de l'occupation. En effet j'ai fait une première vidéo, j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc pour me faire pardonner auprès de vous et de l'auteur et de l'éditeur, je vais refaire une vidéo de meilleure qualité où il n'y aura pas d'erreur cette fois-ci. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir le jeu qu'il mérite vraiment. Je vais quand même vous redire quel type de jeu c'est, car Occupation est un jeu pour 4 à 7 joueurs, des durées de partie de 60 à 90 minutes à partir de 14 ans. C'est un jeu de bluff, de déduction et de tension psychologique. C'est un jeu de Rémi Desmazières et il est illustré par Rémi et Christophe Desmazières. Et il est édité par Desmaz. Allez, on va voir de quoi ça parle. Et on se retrouve avec le jeu. Donc comme je vous le disais en préambule, j'ai fait des erreurs lors de ma précédente vidéo et j'avais envie de corriger ça pour rendre hommage au jeu et pour le respecter. Donc j'espère que vous regarderez cette vidéo et que vous en apprendrez encore plus sur ce jeu qui le mérite. Je vais vous parler des grandes règles en même temps, au fur et à mesure, je vous donnerai mon avis sur le jeu. La mise en place du jeu commence par déterminer le premier joueur, toujours un résistant, choisi aléatoirement. Chaque joueur reçoit une équipe selon le nombre de participants, occupants ou résistants, et place des marqueurs sur sa fiche personnage pour indiquer ses caractéristiques. Les résistants ont des rôles cachés, dont un officier, connu seulement de leur équipe et potentiellement un traître parmi eux. Les occupants reçoivent aussi un officier, rôle spécial visible de tous. Enfin, les jetons ravitaillement, mines et les marqueurs de mission sont placés sur le plateau selon un schéma indiqué dans le livret de règles. La phase d'installation montre toute la richesse et la complexité stratégique du jeu. L'attribution des rôles cachés, notamment avec la présence potentielle d'un traître, instaure une tension palpable dès le début, qui promet des interactions sociales intenses et des retournements de situation. Le soin apporté à la personnalisation des personnages, avec des marqueurs différents selon les caractéristiques, donne une profondeur supplémentaire au gameplay, encourageant chaque joueur à développer sa propre stratégie. Le matériel et la préparation du plateau sont bien pensés, rendant l'immersion immédiate dans cet univers de lutte entre occupants et résistants, fluide et engageante. On sent que la mise en place est essentielle pour poser les bases d'une partie riche et captivante. Après la préparation, des points objectifs et des emplacements sur le plateau, les résistants débutent dans des maisons numérotées, tandis que les occupants choisissent leur point de départ parmi des bâtiments officiels. L'objectif du jeu est que chaque équipe remplisse 2 missions sur 4 pour gagner. Un rôle clé est celui du traître parmi les résistants, qui peut révéler sa trahison pendant la partie pour rejoindre les occupants. Si le traître ne se révèle pas et que les résistants gagnent, une phase permet aux résistants de voter pour éliminer un suspect. Plusieurs issues sont possibles selon les alliances et trahisons. Enfin, la mort d'un personnage peut survenir si un personnage perd tous ses points de vie. Cette étape dévoile la richesse narrative et stratégique du jeu. La répartition des points de départ selon les rôles ajoute une dimension tactique intéressante, créant des dynamiques de proximité ou d'éloignement entre les joueurs. Le mécanisme du traître est particulièrement astucieux. Il introduit une tension permanente mêlant suspicion, bluff et retournement, rendant chaque partie imprévisible et passionnante. Dans la phase d'élimination, cela permet de renforcer l'aspect social et déduction, invitant les joueurs à s'observer et se questionner. La gestion des personnages, avec la possibilité d'élimination, ajoute un enjeu supplémentaire qui pimente le déroulement. En somme, le jeu offre une expérience immersive où chaque décision peut changer radicalement le cours de la partie, ce qui ravira les amateurs de jeux mêlant stratégie et interaction sociale. Le jeu met en place une mécanique où les personnages peuvent mourir en cours de partie. Lorsqu'un personnage perd tous ses points de vie, il est remplacé par un nouveau membre de la même équipe avec de nouveaux marqueurs, cartes population ou objectifs comme au début de la partie. Ce système permet également à un traître d'arriver en jeu en cours de partie. Chaque joueur possède des objectifs personnels qui, une fois accomplis, permettent de monter le niveau et d'améliorer une caractéristique à choisir. Les niveaux vont de 1 à 5 pour les caractéristiques et jusqu'à 4 pour l'hostilité. Le concept d'hostilité est crucial. Les résistants commencent non hostiles, socle blanc, et ne peuvent être attaqués par les occupants tant qu'il le reste. Un résistant devient hostile si un occupant réussit à le contrôler via des cartes spécifiques pendant son tour. Ce système de remplacement de personnages à la mort apporte une dimension renouvelable intéressante qui maintient la dynamique de jeu et évite une élimination pure et simple, souvent frustrante. L'arrivée possible d'un traître en cours de partie ajoute une tension supplémentaire, renforçant le suspense et l'incertitude stratégique, ce qui est une excellente idée pour un jeu d'équipe et de déduction. Le mécanisme d'objectif personnel, lié à la progression et à l'évolution des caractéristiques, introduit un côté jeu de rôle léger qui donne une profondeur tactique très appréciable. La montée en niveau offre un sentiment de progression clair et gratifiant, tout en demandant une planification attentive. L'hostilité en particulier est une innovation remarquable. Elle instaure une frontière claire entre les interactions possibles, évitant les attaques arbitraires, ce qui équilibre bien la tension entre coopération et confrontation. Cela renforce aussi la thématique du jeu, où le contrôle et la suspicion sont omniprésents. Ce système mêle très bien immersion narrative et mécanique de jeu solide, rendant l'expérience à la fois captivante et stratégiquement riche. Les joueurs sont encouragés à interagir, à collaborer et à se méfier, dans une atmosphère tendue mais ludique. Un vrai plus pour un jeu qui mise sur la confrontation d'équipes avec des rôles cachés. Dans le jeu, lorsqu'un occupant contrôle un résistant, il pioche une carte dans son deck. Si cette carte comporte un œil rouge, le résistant devient immédiatement hostile. Son socle devient rouge, ce qui autorise les occupants à l'attaquer. Même si la carte n'est pas hostile, le contrôleur peut choisir de la garder, la défausser ou la rendre au résistant, bien que généralement il évite de la rendre, sauf pour brouiller les pistes.
notamment si le résistant est un traître. Un résistant peut devenir hostile en refusant un contrôle, ou en utilisant une carte hostile, comme un lance-roquette. Une fois hostile, un résistant reste dans cet état jusqu'à la fin de la partie ou à sa mort. À son tour, le joueur dispose de 3 actions, qui peuvent être répétées ou différentes, avec certaines nécessitant un test de compétence. Le succès dépend du niveau de compétence du personnage dans la caractéristique liée à l'action, dextérité pour les armes à feu, force pour les armes blanches, etc. Cette mécanique de contrôle et d'hostilité est particulièrement bien pensée, renforçant la tension entre les deux camps et en ajoutant une couche stratégique très riche. Le fait que les résistants puissent être pacifiques tant qu'ils ne sont pas pris en flagrant délit d'hostilité donne une atmosphère plus réaliste et nuancée, loin du simple attaque systématique. Le système de compétences apporte une bonne profondeur tactique, rappelant les mécaniques de jeu de rôle tout en restant accessible. Le risque et l'incertitude liés à ces G2D rendent chaque action importante et pleine de suspense, ce qui stimule l'engagement des joueurs. Le concept d'hostilité permanente après déclenchement ajoute une conséquence forte au choix des joueurs, forçant une réflexion stratégique continue et une gestion attentive de ses actions. Cela évite aussi les abus et pousse à une dynamique de bluff, contrôle et manipulation entre occupants et résistants. En somme, ces mécaniques rendent le jeu très immersif, intense et tactique, avec une atmosphère de suspicion, de confrontation qui captive à chaque partie. Les interactions sont riches et chaque décision a un vrai poids, ce qui fait de ce jeu une expérience mémorable et profondément engageante. Les personnages ont plusieurs caractéristiques, par exemple la force. Utilisée pour les armes blanches comme les petits couteaux, pour attaquer au corps à corps, il faut être sur la même case que la cible. Les armes blanches sont plus difficiles à contrer car il y a moins de cartes de défense contre elles. La dextérité, utilisée pour les armes à feu, pistolets, mitraillettes. Le mental, qui détermine le maximum de cartes population que le joueur peut avoir en main. Si le nombre est dépassé, il faudra défausser des cartes. Le mouvement, quant à lui, indique combien de cases un personnage peut se déplacer en une action de déplacement. Par exemple, un personnage avec 4 en mouvement peut se déplacer jusqu'à 4 cases en une action. Avec 3 actions par tour, il peut se déplacer jusqu'à 12 cases si toutes ces actions sont des déplacements. Chaque personnage possède une capacité unique. Par exemple, Yvon Bouvier peut infliger un point de vie à un adversaire sur sa même case sans utiliser d'armes en réussissant un test de force. Les occupants possèdent toujours une mitraillette de base, même s'ils n'ont pas de carte arme en main. Cette arme ne compte pas dans la limite des cartes population. Les cartes population sont divisées en plusieurs types, dont les consommables, ce sont des cartes à défausser pour activer un effet. Par exemple, défausser la carte marché noir permet de piocher 3 cartes. Les mines sont également des consommables. Posées face cachée sur une case, elles explosent quand quelqu'un marche dessus, infligeant des dégâts aléatoires. Les armes à feu, quant à elles, sont utilisées pour l'attaque à distance. Il existe plusieurs types d'actions possibles, déplacement, attaque, consommation de cartes. Chaque joueur a droit à 3 actions par tour. Certains tests de compétences doivent être réussis pour effectuer certaines actions comme attaquer. Ce système offre un bon équilibre entre stratégie et tactique. Les caractéristiques rendent chaque personnage unique et leur rôle important. La mécanique des cartes population et des mines ajoute du piment. La limitation des actions et les tests de compétences garantissent de la tension et du suspense. C'est une base solide pour un jeu immersif et dynamique. Par exemple, avec les armes à feu, pour attaquer la cible doit être dans la portée indiquée. Exemple 2. L'attaque réussit si le test de dextérité est réussi. Un résultat de 6 est un échec critique et l'arme est perdue, enrayée ou cassée. Les armes blanches reposent sur le même système que les armes à feu, mais le test utilise la force et la cible doit être sur la même case. Certaines cartes donnent un bonus temporaire à la force lors de leur utilisation. Les équipements, ce sont des cartes passives, visibles, qui donnent des bonus tant qu'elles sont révélées, comme par exemple un sac qui augmenterait la capacité maximale de cartes en main. Les cartes tactiques peuvent être jouées sans utiliser d'action, parfois même en dehors de son tour. La carte embuscade permet d'esquiver une attaque en se déplaçant de 2 cases instantanément. On peut se déplacer, on peut faire plusieurs actions de déplacement par tour, chaque action permettant de se déplacer jusqu'à sa valeur de mouvement. Traverser certaines cases, comme les rivières ou les bâtiments, est interdit ou stoppe l'action en cours. Tout cela montre un système de combat tactique intéressant qui allie portée, compétence et gestion des risques. La distinction claire entre armes à feu et armes blanches avec des tests différents apporte de la profondeur. Les cartes tactiques, jouables en réaction, ajoutent une couche stratégique dynamique et rend les tours moins prévisibles. La gestion des déplacements avec les restrictions rend le terrain de jeu réaliste et oblige à bien planifier ses mouvements. C'est un gameplay bien pensé qui favorise la stratégie et l'adaptation. Le jeu propose une mécanique tactique avec des règles bien pensées sur les interactions entre les terrains, la portée et les protections. Le système de malus dû au bâtiment avec bouclier introduit une notion de couverture intéressante, renforçant la stratégie de placement. L'idée de dégâts de zone rend certaines armes particulièrement puissantes mais risquées pour ses alliés, ce qui ajoute du suspense. L'action d'échange est simple mais peut avoir un impact stratégique en optimisant l'équipement des personnages. Enfin, le tramway offre un mécanisme astucieux pour des déplacements rapides, évitant les déplacements longs et permettant des surprises tactiques. Toutes ces règles enrichissent la profondeur stratégique du jeu tout en gardant une certaine fluidité. Avec les éléments variés de mobilité, comme le tram ou le bateau, et des conditions spécifiques, les tickets pour les résistants. Les barricades également sont un excellent moyen de contrôle du terrain, offrant des possibilités de défense et de blocage stratégique. Le fait que poser une barricade soit hostile pour les résistants apporte une tension intéressante entre les actions. Les effets du terrain, comme la forêt, renforcent l'impact du positionnement. Les cartes lieux ajoutent une dynamique narrative et aléatoire, ce qui permet de pimenter la partie et de renouveler l'expérience. L'ensemble contribue à un jeu tactique dense avec beaucoup d'options et de surprises, tout en gardant des règles assez simples à comprendre. Il existe plusieurs types de missions, par exemple les missions d'officier. Chaque équipe a un officier. L'officier occupant est connu de tous.
L'officier résistant est secret, connu seulement des résistants. Le but est de tuer l'officier adverse avant que le sien ne meure. Le traître, s'il se révèle et rejoint les occupants, connaît aussi l'officier résistant et peut le dénoncer. Ça, c'est donc pour la mission officier. Pour la mission de convoi, les occupants doivent faire arriver le convoi à l'arrivée. Les résistants doivent détruire tous les camions avant cela. Le convoi avance uniquement sur la route et ne peut pas passer dans les bâtiments ni traverser les barricades. Chaque occupant peut, une fois par tour, utiliser une action guider le convoi pour le faire avancer jusqu'à 2 cases. Les résistants attaquent le convoi avec des cartes spéciales, qui sont rares. Le rôle des barricades est crucial pour ralentir le combat. Vous trouverez également des missions de propagande. Le but est de convertir l'opinion publique à sa cause. On gagne des points de propagande via certaines cartes lieux qui proposent des dilemmes. Exemple, aider un réalisateur à financer un film en défaussant de cartes. À chaque occupant ou traître tué, les résistants gagnent aussi un point de propagande. Vous trouverez également des missions de partisans. Des partisans sont recherchés par les occupants. L'objectif des occupants est d'envoyer les partisans en prison. L'objectif des résistants, d'envoyer les partisans aux passeurs pour qu'ils s'échappent vers la zone libre. Le jeu est conçu pour offrir une expérience tactique riche et immersive. Ce qui est très appréciable est la variété des actions des cartes, qui permettent de nombreuses stratégies. Le rôle des environnements, bâtiments, forêts, rivières, qui force à réfléchir au positionnement et au timing. La tension créée par les échecs critiques sur les armes à feu, cela évite qu'une stratégie trop puissante devienne dominante. Les missions diversifiées, qui offrent plusieurs façons de gagner, obligeant les joueurs à s'adapter. Tout cela pour un jeu riche, très thématique. Le mélange des genres, si je peux dire, est vraiment très bien amené. C'est vraiment un jeu qu'il faut découvrir, où il y a eu un vrai effort de réflexion. Mais j'espère que j'étais plus précis dans mes explications cette fois-ci, sur cette grande review à vie, on va dire. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller sur le site de l'éditeur, c'est le seul moyen de se procurer le jeu et en plus vous soutenez un éditeur indépendant, c'est toujours agréable je trouve. Et vraiment vous pouvez foncer si vous aimez ce genre de jeu, c'est assez rare les jeux où on peut jouer jusqu'à 7 et qui sont de très bonne qualité avec ce nombre de joueurs. Et qui en plus proposent une diversité qui est toujours la bienvenue. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo s'il vous plaît. On peut discuter en commentaire de ce que vous avez pensé du jeu si vous le connaissez. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!